Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Depuis la vulgarisation des images choquantes des Africaines et Camerounaises en particulier en situation de souffrance, vendues comme du bétail en Libye, au Koweït et même à Dubaï, pour ne citer que ces quelques pays, les cœurs des Africains saignent abondamment. Celles qui ont échappé à ces tortures et rapatriées au pays n'ont pas voulu garder le silence. C'est l'agence eux-mêmes. Ils ont envoyé un chauffeur arabe. C'est à lui que les gens de l'aéroport ont remis mon passeport. Ils ne pouvaient pas lire mon nom. Déjà, c'est un nom africain. Donc, il a juste présenté. Nous étions nombreuses. Il a présenté. Quand tu reconnais ton passeport, tu te lèves, tu suis le chauffeur. Donc, c'est comme ça. Il m'a conduit jusqu'à l'agence. Ils m'ont demandé de me déshabiller dehors. Je me suis déshabillée jusqu'au dessous, là dehors. Et avec le stress de l'avion, même je saignais. Je me suis déshabillée. Ils m'ont dit ouvre la valise, montre ce qu'il y a à l'intérieur, tu t'échanges. Donc tout ça, j'étais nue. J'ai ouvert ma valise, je les ai présenté tout ce qui était à l'intérieur. Même ils ont choisi de prendre telle robe et encre. Donc c'est comme ça, ils m'ont montré où me doucher et dormir. Donc j'avais dormi de 8h à 16h. C'est à 16h que vient donc cette dame qui me fait voyager. C'est une Camerounaise. C'est là, elle vient, elle se présente. Elle me dit, c'est moi qui t'a fait voyager, passant par celle que tu causais avec elle. Donc, le travail ici, c'est dur. Au départ, c'était pas ça. Le travail ici, c'est dur. Comme tu es arrivé là, il faut être fort. Donc le travail ici, c'est très dur. Donc il faut encore dormir. Tu vas commencer le travail cette nuit. Donc tout ce qu'on te dit, même si on te demande de faire quoi, il faut faire. Tu fais tout. Tu as un problème, il faut m'appeler. Il faut m'appeler, je vais intervenir. Ou bien tu dis à ta patronne de m'appeler. Il n'y a pas de... Elle a récupéré que j'avais voyagé avec le contrat, la dette de reconnaissance signée. Donc le monsieur à qui j'ai signé a pris la photocopie et la photocopie de mon passeport. Et ils m'ont fait voyager avec l'original de la dette de contrat signée que l'agence a repris. Et vous vous levez à quelle heure pour commencer le travail? Je suis arrivée à mai là-bas, c'est le mois du Ramadan. Mais la période, les semaines, je suis arrivée, le Ramadan n'était pas encore arrivé, donc le Ramadan était quand même proche. Donc j'ai travaillé de 20h à 1h quand je suis allée. Quand la famille d'accueil est venue me chercher, j'ai travaillé de 20h à 1h. Et c'est maintenant le matin à 5h qu'il vient me réveiller. Il me dit désormais c'est à 5h tu dois te lever et à 1h tu dois te coucher. Tu ne dois pas causer. Tu as le téléphone? J'ai dit je n'ai pas de téléphone. Il dit ok, tu ne dois pas causer avec des gens, tu dois t'asseoir. Tu dois travailler. Tu dois nettoyer la maison. Il ne faut pas qu'on trouve les murs sales ou bien des plats. Il faut speak in Arabic. Je dis I don't know Arabic. Ok, c'est moi English, mais you speak in Arabic. Je dis ok, je vais m'efforcer. Je dis que je dois à tout prix connaître l'arabe. Donc il fallait un peu tout ça. J'ai travaillé pendant pendant une semaine, oui, parce qu'une semaine, c'était le 15. Alors, à partir du premier jour, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'on vous a dit? Oui, à partir vous commencez à vous rendre compte. Du premier jour, j'ai même trouvé une autre fille camerounaise. C'est la même personne qui me fait voyager, qui l'a fait coucher, qu'on a eu à sympathiser. Elle me dit, les gens de la maison sont peu même. D'autres viendront de temps en temps. Tu as du travail ici. C'est comme ça on sympathisait. Et le travail que vous faisiez, c'était quoi? Faire le ménage, laver les assiettes, le sol, repasser les habits, laver la douche. C'était ça, je passais mon temps à faire. Parfois, j'ai même déjà fini. Parce que comme je me levais tôt, je travaillais un peu, j'étais rapide même. Vous aviez encore de l'énergie? Oui, j'avais encore de l'énergie. Non, c'est là, ils viennent, quand ils se lèvent, ils constatent, j'ai fini, je dois recommencer encore ce travail pour qu'ils voient que j'ai vraiment travaillé. Il faut que je travaille quand ils sont éveillés encore. Maintenant, j'ai commencé à faire une stratégie. Ok, je m'assois. Donc, quand ils vont se lever, c'est là que je vais commencer le travail.
Quand ils se lèvent, ça devient, ils font ça un problème. Ils me tapent même. Pourquoi tu n'as pas encore lavé le sol? Pourquoi tu n'as pas? Je dis, puisque je fais quand vous êtes au cou, quand vous dormez. Vous vous levez, c'est déjà propre, vous demandez que je recommence. Je dis, je ne dois pas leur répondre. Les assiettes lavées, ils reprennent, ils remettent là. Il faut que je recommence à laver. Ils me mettent des gants. Oui, je dois laver les assiettes là avec des gants. Le sol, j'ai des gants. Alors, il n'y avait que ça comme travail à faire? Il y avait ça. Et là, c'est comme ça, on me tapait. Ha. Quand je m'avais au coucher à 1h, ils viennent me lever. Parfois, je faisais la tête dure. Je faisais la tête dure. Je dis, mais avec la Lucie, je ne peux pas supporter. Et j'appelle même la fille. Elle me dit, non, on ne peut pas te retirer comme ça. Pourtant, ils ont dit, si tu as un problème, ils vont intervenir. Ils disent qu'on ne peut pas te retirer comme ça. D'accord. Donc, votre séjour était traumatisant? Traumatisant. Quand le ramadan a commencé, c'était alors... C'était autre chose. Et vous aviez quand même 3 repas? Je suis pris en train de prendre le petit déjeuner. Donc j'ai pris le pain au frigo. J'ai chauffé comme je les voyais souvent chauffer. Là, j'ai chauffé. Ils m'ont surpris avec ça. Est-ce que tu as ça au Cameroun? Dans ton pays, tu mangeais le pain? Est-ce que dans ton pays, il y a les œufs? Ils ont pris, ils préfèrent jeter à la poubelle, verser le café, mais pas que toi, tu dois manger. Non, ils versaient ça. Ils disent qu'il n'y a pas ça dans mon pays. Est-ce que je mangeais même là-bas? Je mangeais que des restes là-bas. Très bien. Alors, votre histoire, vous allez davantage nous dire comment vous avez fait pour partir de là et revenir au Cameroun. Le temps d'écouter également Marthe Déa. Vous, c'était une histoire entre un pasteur et vous, après également, après avoir perdu votre emploi. Oui. Ici. Bon, quand je n'avais pas de travail, quand j'ai eu cette occasion, j'ai sauté dessus et j'ai accepté voyager avec un peu d'économie que j'avais gardée et avec aussi un peu de soutien de ma famille. Voilà. Le pasteur que vous rencontrez, qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Bon, c'est un réseau et on cherche des filles et on vous teste d'abord parce que là, le monsieur même, quand il m'a mis en contact, le monsieur me posait des questions. Il me dit de parler en français, il me dit de parler en anglais et il me demande quelques mots en chinois. Je l'explique et alors il me dit d'envoyer les photos. C'est par ce monsieur que j'envoie mes photos et mes différents certificats et l'hôtellerie aussi que j'avais fait. Donc c'est comme ça que j'envoie par email et c'est parti. Et dans notre conclusion, c'était que si le visa sort, je paye le monsieur. Et je paye mon billet d'avion. Bon, après ça, quelques temps plus tard, j'ai commencé à communiquer directement avec le monsieur. Des fois, il m'appelle à 2 heures. Qu'est-ce que vous êtes où? Je dis, je dors. Ok, je comprends, je vois déjà que vous êtes intéressé et tout et tout. Alors, une façon de vous rassurer. Oui, je te rassure. Est-ce que la vie va être rose? Rose. Oui. Et que ses enfants ont des sociétés, ils cherchent des Camerounaises, ils préfèrent travailler avec les Camerounaises parce que eux, ils sont honnêtes, ils ne sont pas comme des Nigériens qui sont têtus. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Quand mon passeport est sorti, le visa est sorti, parce que moi j'avais déjà le passeport. Quand mon visa sort, le monsieur me présente, bon, j'ai préféré aller. Et sur ce contrat, bon, j'ai signé, on a renvoyé et c'est comme ça que mon visa est sorti. En arrivant de là, il y avait un numéro qu'on avait écrit sur mon passeport, mon visa. Arrivé, comme je m'alignais, je suis juste arrivée à l'aéroport. Directement, on me présente quelque part, il y a les box qui étaient placés là. Là, dans les box, on me dit, bon, le monsieur qui était devant, que les gens s'alignaient pour présenter, me dit, non, vas-y la box. J'arrive au box, je présente, on m'a rien dit, j'ai seulement suivi comment il appelait. Et ils ont parlé en arabe et directement on m'a dit de m'asseoir. J'ai trouvé d'autres filles assises là. Et quelques minutes plus tard, je vois juste un monsieur qui se présente devant moi. C'est vous tel? Je dis oui. Et c'est comme ça qu'il m'amène. Dès qu'il m'amène, je trouve mon patron. C'est un vieux arabe. Et dès qu'il me voit, la première chose, il me tend la main et il me prend mon passeport et tout ce que j'avais en main. Mes valises, on a mis dans le sac. C'est comme ça qu'on est entré dans la voiture et on est parti. En route, il me demande qu'est-ce que je peux boire. Je lui ai dit je voulais un jus et on est arrivé chez lui. Et de là, il m'a dit qu'il aimerait que j'appelle toute ma famille et leur rassurer que je suis bien arrivée. Étant là-bas, il m'a connecté, j'avais écrit les numéros, j'ai appelé mon papa, appelé mes soeurs, mes cousins et tout. Bon, je suis bien arrivée, tout va bien et tout, et tout.
Bon, c'est de là qu'il m'a donné, il m'a dit d'aller me reposer. Il m'a donné, montré une chambre et je me suis couchée là. Bon, je dormais presque 4 heures du temps. Après, une jeune fille, elle est philippienne, elle est venue me réveiller. Et je me suis présentée chez mon boss, il m'a dit, bon, voilà l'email. Il y a des filles qui acceptaient et il me dit de tirer les photos, de tirer les demandes et tout et tout. Et quand je tire, c'est comme ça qu'il regarde. Si c'est en anglais, il cause avec les filles. Si c'est en français, qui n'arrive pas, je cause. Et s'il voit que la fille ne communique pas, il me passe le téléphone. Bon, explique là ceci. Je interprète juste ce qu'il dit. On dit là qu'elle se prépare, qu'elle négocie là-bas. L'essentiel, c'est qu'elle arrive ici. Et c'est de là où, un jour, une dame est arrivée là. Et c'est comme ça que... Bon, avant ça, le lendemain de ce jour, c'est où il m'appelle, il dit que vraiment, présentement, tu es venu pour travailler et tu dois travailler. Ça a commencé. La chambre où il m'avait mis me coucher, on a enlevé la clim. Comme il fait tellement chaud là-bas, il m'a dit, c'est juste pour me laver et m'habiller. Et ils m'ont dit de me raser parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas les poils, ils n'aiment pas. Ils m'ont donné les habits qui couvrent tout le corps. Il m'a dit de mettre mes choses là à côté. Là, ce n'est pas ce que je dois porter. C'est de là que il me dit, il faut que je sache que je dois dormir dans sa chambre. Et je dois me coucher au sol. Et il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait dans une boîte. Et dans cette boîte, à chaque 1 heure, je dois le changer. Donc ça veut dire quand il tousse, il verse là-dedans. Il tousse, il verse. Donc je dois me rassurer qu'à chaque fois, je dois vite revenir et changer. Donc, et il y avait déjà une sonnerie à laquelle s'il a besoin de moi, parce que des fois, il boit le thé. Il sonne si peut-être je suis derrière en train de travailler. Je dois vite courir et me présenter. Et si je traîne, c'est la gifle. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai besoin de toi, change-moi les bêtises, singe et tout. Et alors, il vous appelait comment? Singe. Yes. Il y a un monkey. Oui, c'est comme ça qu'il m'appelait. Et c'est de là que moi, je me réveille à 3 heures. Je n'avais pas de repos parce que quand il me réveille à 3 heures, des fois, il vient me botte au sol. Parce que, dans sa chambre, il a juste un autre canapé là. Et là, comme c'était tellement grand, il y a un petit tapis là. C'est là que je me couchais. Et il m'a donné une couverture, comme il a la clim et tout. C'est là que je me couchais. Et si peut-être il se réveille la nuit, il veut que je change le côté de l'oreiller où il a trop craché dans la nuit, il tousse fort. Je dois venir, je prends le truc, je mets devant lui. Et quand il est en train de cracher, il retire, je arrête et je pars, je change. Donc c'était un peu de cette manière que je vivais. Et à 3 heures, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me réveiller. Il élevait les dattes, dont ils ont les petits trucs les là. Fruits, oui. Et comme il fait chaud en journée, il faut que je parte arroser très tôt. Il avait aussi je ne sais pas si c'est les oiseaux qu'on appelle qui volaient. Donc très tôt, je dois aller ouvrir, je les verse les nourritures et ils s'envolent. Et il y avait aussi les poulets qui les levaient. Donc, je dois les nourrir. Avant maintenant de venir travailler à la maison, le ménage, laver le sol, la fille qui était là, elle avait juste à préparer. Alors, il était seul à la maison ou vous étiez nombreux? On était nombreux. Bon, il y avait un gardien, il y avait son chauffeur et il y avait cette fille et moi. Et on ne doit pas causer. On ne doit ni se dire bonjour, ni bonsoir, ni rien. Chacun, on est dans une même maison, mais on se traverse comme des personnes qui ne se connaissent pas. Oui, mais jusque-là, est-ce qu'il y a, c'est ça qui vous a gêné, même si ce n'était pas ce qu'on vous avait prévu. On avait dit de faire, je voudrais dire au départ de votre voyage, on vous a dit que la vie devait être belle, c'est le secrétariat que vous devriez faire, mais ça n'avait jamais été le cas. Oui, bon, ce qui m'a commencé à me gêner, c'est parce que quand je lisais ces mails, et il m'influençait avec ses yeux. Et ce que je lisais, et il avait toujours l'habitude que ouvre vite, ouvre vite. Donc, je causais en anglais, en français avec elle. Et comme tous ne savaient pas causer le français, la fille, elle a fait la médecine, elle a envoyé tous ses dossiers et tout. Bon, il restait maintenant qu'elle cause avec le monsieur, mais le monsieur, quand il communiquait, il dit, mais she's not here in English, she's not here in English, I want you to speak with her directly. So, c'est de là que, quand je commençais à causer avec la fille, le monsieur me regardait dans les yeux, je dis à la fille, s'il te plaît, je suis ta soeur camerounaise. Moi, ce qu'on te dit, ce n'est pas vrai. Si tu es sage, mais ne me trahis pas. Forme quelque chose et tu peux dire, ta soeur a dit que après et ceci, mais parce que où je suis, c'est entre la vie et la mort.
C'est comme ça qu'on a causé et il me dit, elle a dit quoi? Elle dit non, elle est en train de négocier avec sa soeur et il faut que sa soeur lui paye le billet d'avion pour qu'elle arrive au pays dont elle attend encore sa soeur qui va la payer le billet. Et tellement, il abusait aussi de moi. Moi, j'étais obligée de m'agenouiller devant lui pour le faire plaisir. Vous avez dit quoi? De m'agenouiller, donc de mettre les pieds au sol et il est assis, il se calme, donc il abusait de moi. Oui, vous le dites comme ça, c'est pas facilement compréhensible. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai été dit, sors de ma chambre. Je ne vais pas continuer à travailler. C'est là où, quand je sors, je continue à travailler. Dès que j'entends la sonnerie, je dois vite courir pour venir. Peut-être c'est le thé, peut-être c'est pour changer les crashs, peut-être c'est pour faire d'autres choses, nettoyer. Pour refaire la même chose, quoi. Oui, oui. Donc c'est ce que je faisais. Et ça vous a beaucoup gêné? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, parce que tu ne parlais pas. Je passais des semaines, ma bouche était juste fermée et la lu des choses que je voyais des documents à laquelle je découvrais, Philippins, les pays, il y avait toujours une question que je me posais, que mais où est-ce que cette fille s'en va? Je vois des documents dont il y avait toujours quelque chose qui me disait qu'il y a quelque chose de louche, mais on ne me présentait pas. L'opportunité que j'avais, c'était juste que mon seul repos, c'est quand il y a les invités qui arrivent, je suis obligée on me ferme dans cette chambre. Et j'entendais juste les voix de gens pendant 2 heures, 3 heures. Et après, quand ils finissent, c'était comme si rien n'était et tu ne vois plus où cette fille s'en allait. Alors, ça ne ressemblait pas à tout ce qu'on vous a dit au départ, non. Tout ce que le pasteur vous a dit et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en route des opérations à mener tout au moins dans la ville, dans le pays d'accueil. Alors, c'était donc des moments tristes pour vous? Oui, très tristes. Que vous avez du mal à oublier aujourd'hui? Oui, très triste. Parce que là, je n'étais plus un être humain. Et c'est comme si il a quelque chose qu'il met dans cette... Parce que même la fille philippienne, tu sentais qu'elle n'était plus en elle. Et tous ces gens étaient comme si il y avait une machine qui nous manipulait. Mais j'avais toujours ma prière. Je priais toujours. Je demandais au Seigneur de m'aider, de trouver une solution. Quand je me lave, il y a le nombre d'heures. Dès qu'il constate que je dure à la douche, c'est comme ça qu'il sonne. Et il avait mal aux pieds. Donc, il va envoyer la fille de vite m'appeler. Même si je suis en serviette, je cours. Il dit, qu'est-ce que tu faisais? Il vient, il me gronde. Donc, tout, c'est comme ça que je vivais. Ok. Alors, nous allons parler de votre retour, la motivation beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Comment est-ce que vous êtes parti de cette maison pour vous retrouver en cellule? Parce que vous avez fait la cellule, il faut le rappeler déjà. Oui, oui. Prudence, au-delà et après tout ce que vous avez subi, vous avez réussi à vous échapper. Et comment? Non, ce sont eux qui m'ont mise à la porte. Le jour où j'ai demandé, j'ai réclamé mon salaire, c'était le 9 juin. J'ai réclamé mon salaire, ils m'ont mise à la porte. C'est le numéro qui est dans mon téléphone. Il a dit pourquoi. J'ai dit non, la maison où je travaille, on m'a mise à la porte. Je veux que tu appelles mon agence. Il a appelé. L'agence lui a demandé d'aller me déposer là-bas. Il est parti voir sa patronne. Sa patronne m'a même fait monter chez elle. Elle m'a donné à boire, à manger. Je lui ai expliqué mon problème et j'ai porté. Elle m'a demandé si j'ai un passeport. J'ai dit j'ai pas de passeport. On m'a juste mise comme ça. La porte ne m'a rien remis. C'est là elle a dit je veux quelque chose qui prouve que tu es venu ici légalement. J'ai ouvert ma valise, les papiers qui restaient avec moi. C'est ça je l'ai présenté. Elle a appelé l'office, mon agence. Elle a expliqué à mon agence que je suis là, il faut qu'eux-mêmes viennent me chercher. L'agence a dit non, s'il y a le chauffeur, que le chauffeur aille me laisser. Ils vont payer le transport au chauffeur. Le chauffeur allait me laisser. De là, j'ai rencontré une Ivoirienne. Elle me fait part qu'elle a fait 4 mois. Elle part on lui vend de maison par maison. Je lui ai dit vendre comment? Elle dit oui, tu ne sais pas. Je lui ai dit, moi je ne sais pas. Elle dit, oui, comme on t'a mise à la porte là, sache qu'on doit te revendre à une autre famille.
Je lui ai dit, ma soeur, tu es africaine comme moi je suis, je ne peux pas accepter. Nous avons fait l'école. Donc ça, c'est la vieille époque. Nous ne vivons plus l'esclavage. Est-ce que si toi et moi on s'associe, on fuit, tu vas accepter? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je suis souffrant, depuis que je suis ici, on ne m'a pas encore donné un médicament. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On a regardé dans la chambre dont on était là, il y avait des petites radios là. Je lui ai dit, on ne va pas mourir ici, mais on va s'en sortir. J'ai coupé ces câbles, je lui ai dit, on va attacher la fille qui est ici à l'agence, comme elle est seule, on l'attache. Ces Arabes, elles n'ont pas de force, on l'attache, on fuit. D'accord. Alors, on a pris assez de temps, mais je voudrais qu'on aille à la sortie, vers la sortie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez au shelter? Oui, on a fui. Quand on fuit, la fille qui nous fait venir, la Camerounaise qui nous fait venir, là, parce que c'est aussi elle qui a fait venir l'Ivoirienne. Oui, elle nous appelle par le numéro. Moi, je n'avais pas de téléphone, mon téléphone est resté à l'agent. Elle appelle dans l'Ivoirienne. L'Ivoirienne, je dis à l'Ivoirienne qu'il ne faut pas qu'elle sache donner. L'Ivoirienne a dit, non, elle ne veut plus revenir vers toi parce que toi, tu travailles avec ces gens. C'est comme ça, elle nous récupère, elle nous place encore dans d'autres maisons. Place, ça devient autre chose, on vous propose de faire... dans la maison, maintenant qu'elle nous place, je suis en train de travailler, il faut que je rembourse d'abord. Elle m'a dit, je dois rembourser 1000 dinars aux familles, à la maison d'accueil qui m'ont mise à la porte et l'argent que j'ai signé depuis l'aéroport au Cameroun. On vous propose de faire la prostitution. Oui, de là maintenant, dans la maison où je suis, elle me propose de faire la prostitution. Je vais gagner 300 à 500 dinars par mois. Et vous acceptez? Oui, maintenant j'accepte. Je lui dis, ok, je vais venir. Elle dit, ok, viens, je t'attends. Je quitte donc de là avec 2 mois de salaire que ma patronne m'a remis. J'arrive, elle récupère. Après, elle me dit, il faut que tu commences, il faut que je te prépare parce que tu vas commencer avec mes soeurs, là, elles sont arrivées, elles sont là, elles t'attendent depuis. Je leur ai dit, ok, tata, je vais te dire la vérité. Au départ, c'est pas ce que vous m'avez dit. Et moi, je ne veux plus rester au Koweït. Je vais rentrer. Vous voulez plus rester au Koweït, vous voulez rentrer et après vous vous retrouvez à... Oui, elle m'a dit, ok, vas-y donc, va au shelter, c'est là-bas on va te faire rentrer. Quand j'arrive au shelter, je dois rencontrer d'autres sœurs camerounaises. Vous avez rencontré et Sidonie. Sidonie. Oui. Sidonie, vous également, c'était pas des jours heureux, je voulais dire, c'était pas facile pour vous parce que vous aviez beaucoup de choses à faire et jusqu'à ce que vous décidiez de partir aussi. Et comment vous faites pour vous retrouver au Cameroun? Pardon, permets-moi de parler en anglais. When I left the house, I left at night, 5 a.m. It was still dark. Because if you want to run, if you are caught, they will kill you. So I had to just put on because when you get there, they give you a uniform to put on. You don't wear dresses. When you're in the house, when you walk, they wake up with perfume spray all around that you're smelling. At times they call you monkey. The babies that you even take care of them, they call you monkeys. So I have so I need to look for a way to escape. I get up very early at 5 a.m. That's where I ran out of the house. I took only this, that is all what I came back from Kuwait with. I took only this, my dress, I tie they have a wrap that they put tête. Oui, l'opération n'a pas été facile, en tout cas pour vous, de prendre la décision de rentrer. Mais vous vous retrouvez quand même au milieu des autres, au shelter par exemple. Et il faut déjà partir, il faut rentrer au pays. Comment vous faites? Qu'est-ce qui paye? Qui paye votre transport? Qui paye votre laissez-passer? You yourself, for me, I pay my laissez-passer. I pay my laissez-passer. When I get there, I had no money. So somebody has to help. And another Cameroonian helped me. She gave me 11 kg, that's 22,000 for Cameroon money. C'est une association qui s'est occupée de vous? The Cameroon Embassy, that is in Saudi Arabia, is the one that is taking care of the laissez-passer. So it's the one that do the laissez-passer. Then you have to do fingerprints. When you do your fingerprints, it depends on your fingerprint whether you have to send you to deportation or you have to pay your flight. But for me, my own, I was the one to pay my flight. It shows that when you run out of the house, your sponsor needs to go and report to you. D'accord. Vous m'aviez dit que c'est une association des Camerounais de la diaspora. Ils sont 17 carrément, ils vivent en Belgique, et qui se sont engagés à payer votre billet d'avion pour vous retrouver au Cameroun aujourd'hui.
For me and one other girl still behind, it shows that they want to pay our flight. So we had nothing to do. I don't have any means to go because I don't even have money. I worked there for 3 months, no salary. So now, since she made the video, they gave contacts. That's where they will not pay. I need to start all over. I need to start my business all over. I don't know how to come about. Alors, Marthe, nous sortons de cette première partie. Vous avez fait la prison, il faut le dire, et votre papa est au courant que vous êtes en prison. Oui. Il tombe, il meurt décède, par la suite. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas supporter tout ça. Oui, lui qui voyait comment sa fille, vous êtes l'unique fille de la famille, il savait que vous êtes parti chercher le bonheur pour la famille, mais malheureusement. Utiliser son passeport de Libye. Moi qui n'avais pas de passeport, je n'avais rien à prouver. Donc, il me restait quelques mois pour qu'on m'envoie à Saint-Tradjil, où on va m'abandonner. Mais un jour, on m'annonce juste que mon boss est venu laisser mon passeport. Il m'a rien laissé. Alors, aujourd'hui, vous êtes au pays. Qu'est-ce que vous dites à vos sœurs? Bon, c'est les aventures qui ne sont pas vraiment bien. Et je sais qu'au pays aussi, c'est pas facile. Parce que moi, je vis aussi, depuis, je n'ai pas de travail et tout, et il faut des relations. Je sais que c'est ça qui pousse certaines de nos sœurs d'aller. Mais je pense que c'est mieux de rester dans notre pays et nous débrouiller. Même si ça vend de la tomate qu'on se défend. Je sais, et on prie, on demande à Dieu de nous aider, parce que je sais qu'il y a un Dieu qui existe et il fera quelque chose, même si ce n'est pas aujourd'hui. Vous même avez demain. fait quoi, concrètement? Moi, j'ai fait une formation de l'hôtellerie et je travaille aussi dans des supermarchés. J'ai une expérience pour 5 à 7 ans. Donc, voilà ce que j'ai déjà fait dans ma vie. D'accord, merci. Prudence, nous sortons de cette phase. Vous également, c'est vous qui aviez donné le ton. L'alerte, c'est votre vidéo qui a permis à ce que tout ceci déclenche quand même. Qu'est-ce que vous dites également aux Camerounaises, aux Camerounais qui vous regardent, qui aiment bien l'aventure, qui pensent que le bonheur, c'est de l'autre côté? Oui. Il faut toujours partir? Il ne faut pas partir parce que c'est ceux qui nous font voyager, qui nous font croire le Eldorado, parce qu'elles sont plutôt en train de gagner l'argent sur nous, mais nous souffrons, c'est elles qui récupèrent. Donc en allant là-bas, c'est pas le paradis sur terre, donc c'est l'enfer. On est mieux chez soi que dehors, parce que j'ai vécu, je parle, pour ceux qui reconnaissent la vidéo, la personne qui parle, donc j'ai vécu. J'ai déjà de l'expérience de là. Donc... Alors vous êtes arrivé comment? Qui a payé votre transport et votre laissez-passer? Mon laissez-passer, c'est mon oncle, docteur Pierre Alakalaka, que j'ai contacté ici au Cameroun, qui m'envoie de l'argent pour mon laissez-passer parce que je n'avais rien du tout. Oui. Donc c'est lui qui paye. Merci à vous d'être venu témoigner et partager avec les téléspectateurs. Vous ne partez pas, vous restez avec nous sur ce plateau. Le temps pour nous de vous proposer, en tout cas, de suivre dans un instant les témoignages choquants, bien entendu, de ces personnes, choquants donc par ces jeunes Camerounaises à Dubaï et bien entendu au Koweït. Et pour sortir, les invités, les experts seront sur ce plateau en deuxième partie. Alors, Innocent Abega, Dallas Tiana, sous le contrôle du chef opérateur Samuel Tufa. Dans ces images que vous allez découvrir. Donc, juste après, nous recevons nos experts. Sous le ciel clair de Douala, capitale économique du Cameroun, le temps est clément. Dans un véhicule, une jeune dame, toute pensive, avec le regard fixé sur son téléphone portable qu'elle ne cesse de manipuler. Dans le couloir qui mène à son domicile, Ndéa Marthe est en pleine conversation téléphonique. Il faut se refaire une vie. En effet, la jeune dame de 33 ans, qui occupe une chambre à coucher dans un quartier de la ville de Douala, revient à peine de Dubaï. Durant son séjour de 3 mois, elle a vécu les pires moments de sa vie. Le premier jour, il m'a demandé de me le sucer. Vraiment, je vais réagir. C'est juste une gifle que je constate dans mes joues, dans ma joue. Et une fois, mes lunettes même sont tombées. Il m'a dit que la prochaine fois, ça ne serait pas juste les bastonnades, ça serait plutôt avec la ceinture. Marthe ne voyait pas tout ça dans les propositions qui lui ont été faites dès le départ de l'initiative.
Titulaire du baccalauréat, saupoudré de plusieurs formations professionnelles, Marthe, qui venait de perdre son emploi, est rentrée en contact avec un pasteur qui lui a proposé d'aller tenter sa chance hors du pays. Je connais un monsieur, il était pasteur à une église, on m'a introduit à lui, il faisait les filles voyager. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé et il m'a envoyé le numéro du monsieur de l'arabe. Et le monsieur m'a demandé mes papiers, il m'a demandé ce que je peux faire. Je lui ai fait part que je causais l'anglais, français et un peu le chinois. C'est donc comme ça que quelque temps il m'a intervenu, il m'a posé des questions et il m'a dit d'attendre, il va me donner une réponse. Et là, il m'a remis une réponse en me disant que je vais venir travailler dans sa société. Je vais être sa secrétaire personnelle et sa traductrice. Parce que ses enfants ont des sociétés et lui, il préfère travailler avec les Africains, qui sont les Noirs. Parce qu'eux, au moins, ils sont un peu soumis. C'est ça qui m'a amené à Dubaï. Après toutes les démarches, la jeune dame se retrouve à Dubaï, dans un engrenage. Elle soupçonne qu'elle a été vendue, contrairement à ce qui lui a été présenté comme emploi. Arrivé à Dubaï, ce n'était pas ça. Le monsieur, j'ouvrais ses mails le matin, je voyais les demandes et je voyais les filles qui proposaient de venir travailler chez lui. Et quand je suis arrivée, c'était plutôt l'enfer. Je me levais à 3 heures et je devais faire le ménage, essuyer la cour et arroser les fleurs parce qu'il avait les fleurs, il élevait aussi les dattes et je nourrissais aussi les poulets. Donc j'avais beaucoup de ménage que je faisais et je me suis rendu compte qu'il vendait les filles. Ça veut dire qu'il faisait les filles venir dans le pays et quelque temps on les amenait. Parce que des fois, quand je voyais une nouvelle face, et la face c'est quand j'ouvre son email, je lis, je l'interprète. Si c'est un anglophone, j'explique en anglais. Si c'est un francophone, je cause avec la personne. Je convainc la personne arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après quelques temps, il négocie avec d'autres personnes et après je ne vois plus la fille. C'est donc ça que je vivais à 7 ans. J'avais cette peur. Et des fois, quand je suis fatiguée, si je ne fais pas ce que le monsieur veut, il me tape et je n'avais pas le droit de parler. Il y avait un autre ménager dans la maison. On faisait des jours, des semaines sans se parler. Son acheteur n'était pas un homme de cœur. Marthe était une machine à tout faire et surtout de façon involontaire. Et mon boss aussi, il était malade. Il avait un tour à laquelle, à chaque 1 heure, je dois venir vérifier le papier qui crachait. Et là, je dois changer le papier à laquelle il crache, je mets un autre. Et on avait déjà une sonnerie où il était assis. À chaque fois, quand il sonne, je sais déjà qu'il a besoin de moi parce que je suis en train de travailler. Dès que j'arrive, si ce n'est pas le thé, je dois changer les crashs qu'il a fait dans la feuille. Donc, je vivais l'enfer. Des fois, il me fouette, il me bat. Des fois, je me retrouve, il ouvre ses pieds, il me dit de lui sucer. C'était beaucoup plus ce que je faisais. Et je dois m'agenouiller devant lui avant de le faire. Je ne dois pas m'asseoir, non, je dois être à genoux. Et dès qu'il a joui, il me fait sortir de la chambre. C'est comme ça que je continuais et je dormais plutôt dans sa chambre au sol. Même comme il y avait d'autres chambres, il me forçait à dormir à côté parce qu'à chaque minute, s'il se réveille, il doit me réveiller pour le faire son travail. Peut-être changer le drap, peut-être il veut que je lui donne sa cigarette, peut-être il veut que je tourne l'oreiller. J'étais là comme son esclave jusqu'à peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Marthe qui tente de se refaire une vie aujourd'hui, peine à oublier la triste image restée gravée dans sa mémoire. Elle était la machine sexuelle de son pseudo-patron. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'était pas propre. 2 fois dans son sexe, je n'aurais pas les versés tous à l'extérieur et surtout qu'il était malade. Ce n'est donc pas l'Eldorado qu'on lui avait fait miroiter. Marthe, comme plusieurs autres Africaines, est tombée dans le même piège. La torture dont elle a été victime l'a amenée à s'évader. Dans cette mouvance, Marthe a perdu son père, qui n'a pas pu supporter le choc. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. On est comme des machines qui travaillent. Même la machine de foi, c'est fatigué. Mais eux, ils ne comprenaient pas ça. Chez eux, c'était que tu es obligé de le faire. Tu le veux ou pas. Tu n'as pas le choix. Tu es dans les pays. Tu dois faire tout ce qu'il veut. Sinon, on te tue. J'avais besoin d'aide. Lui, il était incapable de m'aider. Et c'est comme ça qu'il est tombé un jour, la crise cardiaque, et il est décédé. C'est ça qui m'a beaucoup touchée parce que je voulais réussir pour que mon père soit fier de moi. Mais cette dame
à laquelle il m'a contacté. Il avait confiance en elle. Mais cette dame plutôt m'a rejeté et me traitait plus mal. Et lui, il était très choqué qu'il n'a pas résisté. Là, j'étais encore en prison quand mon père est décédé, que j'ai compris que mon père est décédé. Il marchait déjà en route comme un fou pour chercher un peu de moyens pour voir si on peut me retirer de là. Mais il n'a pas pu. Et c'est comme ça, un jour, on m'appelle, on me dit qu'il est décédé. Et on m'a attendu. Avant de l'enterrer, on l'a mis à la mort. Depuis qu'elle est au pays, elle ne se sépare pas de sa Bible. Une Bible qui lui a été offerte par son cousin dès le départ du Cameroun. Chaque jour, elle s'accroche au psaume 28. Écoute mes prières, écoute mes pleurs. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ressortir dans cette difficulté. Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. La Bible était un soutien, un confort, et on pouvait mieux s'approcher et avoir la paix en soi-même et trouver une solution. Et il y avait aussi la page à laquelle j'ai toujours lu, c'était le psaume 28 qui parlait de l'aide. Et c'était un de mes cousins qui m'avait donné cette page. J'ai toujours lu ça, même quand j'étais dans les difficultés, et je le lisais à chaque fois. Et j'avais écrit dans ma Bible que Dieu touche le cœur de cet homme, qu'il remet mon passeport juste pour que je puisse rentrer dans mon pays. Et enfin un jour, on m'a juste appelé et me fait part de mon passeport. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Marthe n'est pas seule dans ce phénomène qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays arabes. Des ONG qui travaillent sur des questions d'immigration clandestine et le rapatriement révèlent qu'environ 3000 Africains écument des cellules des pays arabes. La petite Prudence, postée sur une vidéo qui a révélé aux yeux du monde la torture subie par les jeunes Africains en quête du bien-être, sonne comme une interpellation. Après avoir passé 5 mois de torture physique et psychologique, Prudence et ses compagnons d'aventure retournent au pays natal dans des circonstances impropres à l'éthique. C'était le jour du Seigneur. Ce dimanche, c'est presque l'ambiance des jours ordinaires à l'aéroport international de Douala. Les passagers embarquent et débarquent. Les jeunes débrouillards sont aux aguets. Dans ce tableau de sérénité, la famille Wamba vit des moments particulièrement angoissants. Il y a 5 mois que Prudence Kenembeni est partie pour une aventure foireuse au Koweït, au Moyen-Orient. Elle revient ce soir, ainsi que 7 de ses compagnes. L'atterrissage du vol est annoncé pour 14 h, mais vers 17 h, rien ne filtre. Je suis là depuis 12h30, 13 h moins. 13 h moins. Et ça fait depuis que nous sommes dehors, nous attendons. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si notre fille, ma fille, elle s'est portée bien. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dehors, devant l'aéroport depuis 12h30. On a dit que le vol devait atterrir à 14 h. À l'extérieur, d'où la presse a été tenue à bonne distance, attendent également le docteur Pierre Alaka, l'oncle de Prudence, ainsi que 2 de ses sœurs. La jeune fille et 7 autres sont en fait arrivées, mais ce n'est qu'après 4 heures d'interrogatoire au commissariat de l'aéroport qu'elles seront autorisées à partir, en catimini et individuellement. Notre caméra est en face de celle qui a publié la vidéo de dénonciation des services corporels des filles au Koweït. Prudence revient de loin. Après 5 mois, ça fait vraiment du bien parce qu'il y a beaucoup là-bas qui sont enfermés. On dit qu'ils ont double caisse. Selon ce qu'ils disent là-bas, les Koweïtiens disent qu'il y a double caisse. Le travail, c'est 5 h, 1 h du matin. Oui, dès que les 1 h arrivent, là maintenant, tu peux te doucher et dormir un peu. Mais à 5 h, tu dois te lever. Parce qu'ils disent que c'est comme ça qu'ils se sont arrangés dans le contrat avec le fils qui t'a fait venir au Koweït, que c'est comme ça. Et entre-temps, le fils dit, c'est 7 h. C'est 7 h que tu dois dormir, que tu dois te lever. Mais dans la maison, déjà, c'est différent. Oui, dans la maison, quand tu vas travailler, c'est différent. C'est pas le cas. Et quand tu te plains,
Le fils dit non, je vais appeler ta patronne. Il n'appelle jamais. Le temps passe, c'est comme ça, les jours passent, ils ne disent rien. C'est peut-être au cas où tu as comme nous avons nos connexions Facebook, là, les amis aussi, c'est une fille, tu tombes peut-être sur une fille qui est aussi au Koweït, c'est là elle t'explique que non, le fils ne peut plus rien parce que tu as été déjà vendu. Oui, il faut juste finir ton contrat de 2 ans. Mais le fils, eux, ils te disent que c'est 6 mois. Retrouvailles chaleureuses et sourire au coin pour le papa et les membres de la famille. Non, je suis très content ce soir de retrouver ma fille parce que depuis que cette histoire a commencé, nous étions toujours dans l'inquiétude, on se demandait comment ça se passe là-bas. Mais ce soir, je suis très content comment elle est rentrée. Mais j'aimerais que ces camarades qui sont restés là-bas dans la souffrance, que les hommes de bonne volonté, que notre gouvernement puisse mettre les choses en place pour que celles qui sont encore là-bas en souffrance, qu'elles puissent rentrer dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Est-ce que Prudence a changé? Comment est-ce que vous la trouvez? Quand elle était par terre, quand je l'accompagnais ici à l'aéroport, elle avait bien du poids, mais je vois qu'elle a vraiment souffert, je vois cette souffrance sur elle. Elle a fondu. Elle était bien potelée le jour que je l'accompagnais ici à l'aéroport. Elle a beaucoup fondu, mais j'espère qu'elle a retrouvé le pays. Et on a l'espoir que les choses vont bien aller. Je suis très content ce soir de retrouver ma fille. Mon sentiment est mitigé. Je suis déjà heureux que ma nièce soit rentrée. Mais je ne suis pas content parce qu'il y a d'autres Camerounaises qui ne sont pas rentrées. Elles étaient officiellement à 22. Il y a 8 qui viennent d'arriver devant vous tout à l'heure. Et il y a 12 qui sont restées. Le retour des 8 jeunes filles est l'œuvre d'une organisation de la société civile internationale constituée d'avocats avec diverses contributions. Pour moi, c'est déjà une mission de sensibilisation à travers le cas de Prudence et d'autres, médiatiser un maximum pour éviter à d'autres Camerounaises, d'autres jeunes Camerounaises de se retrouver dans des mêmes conditions. Bon, il en reste encore 12 Camerounaises, a priori, si on tient compte des chiffres qu'elle nous a donnés. Il s'agit de maintenir la pression, peut-être grâce à vous aussi, afin que les 12 puissent revenir et à laisser passer et puissent rentrer au Cameroun. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas lâcher la pression. Il faut médiatiser, en reparler davantage et puis éduquer nos jeunes sœurs. Et en attente de réaction d'éventuels bienfaiteurs pour l'achat de leur billet d'avion. Dans ce registre, la nommée Tikoum Sidoni, bénéficiaire d'un billet d'avion offert par l'association Les Enfants Monique Les Fous du Cœur, s'est vu refuser le droit de partir du Koweït par les responsables du centre de confinement dans lequel elle se trouve. Ce matin, j'ai allé pour voir le directeur pour me donner le temps que je veux voyager. Le directeur a dit que non. L'avion, il y a le problème avec l'avion. Après la pression exercée par moult organisations, ce dernier s'est résolu à la laisser partir. Disposant désormais de son laissez-passer et de son billet d'avion qui a coûté la somme de 235 000 francs CFA, elle peut regagner le Cameroun. Une perspective fort réjouissante. Moi, je suis déjà prête pour voyager. Je dis merci, merci et Dieu va te bénir tout le monde. Merci. Notons que la même association promet d'offrir un autre billet à une autre fille en détresse une fois que Tikoum Sidoni arrivera au Cameroun. Qui sont les auteurs des belles histoires contées aux victimes de la maltraitance dans les pays arabes? La société civile camerounaise ne veut pas lâcher prise. Il faut dénoncer. Depuis le retour à Douala des jeunes Camerounaises transformées en esclaves au Koweït, le flou règne sur les vrais acteurs qui ont milité pour la libération de ces dernières. À ce sujet, le collectif Universal Lawyers and Human Rights Defense, sans toutefois prétendre que c'est grâce à lui que les filles ont retrouvé la liberté, reconnaît néanmoins avoir fait pression sur les autorités camerounaises. Non, je ne vais pas récupérer cela, mais peut-être que la pression qu'on a mis, l'intérêt qu'on a apporté. Alors, est-ce que c'est la présence qui a permis? Je n'en sais strictement rien. À vrai dire, nous le saurons bientôt, mais pour l'heure, bon, c'est un intérêt. Donc on ne va pas récupérer quelque chose qui n'est peut-être pas de notre. Selon elles, c'est elles qui ont payé leur laissez-passer. Et les 12 autres qui sont restés n'avaient pas l'argent pour payer les laissez-passer. Donc il s'agit de faire pression de nouveau sur l'État pour que les engagements soient tenus et que les 12 autres puissent rentrer. Quelques heures après le retour des filles au bercail, les réactions sont multiples.
Chacun y va de sa manière pour apprécier l'attitude du gouvernement. Si nous ne maîtrisons pas la question de la pauvreté, nous n'allons pas résoudre ces problèmes. Si nous ne maîtrisons pas la question de l'insertion des jeunes, et plus particulièrement de la jeune fille, nous n'allons pas résoudre ce problème. Et pour ces filles, il faut de la protection. Sur la question, des femmes juristes préconisent une prise en charge. Face à une situation comme celle-là, il faudrait que le gouvernement revoie sa politique d'emploi, qu'ils prennent en charge ces filles. La prise en charge ne doit pas être seulement factuelle, il y a même la prise en charge psychologique, parce qu'elles ont été affectées sérieusement sur le point de vue psychologique. Et cette prise en charge, ça nécessite vraiment un vrai déploiement gouvernemental. Il est à noter que ces dernières peuvent obtenir des indemnités à l'Office international des migrants. Un autre combat réservé aux hommes et femmes de droit. Le retour au pays natal des rapatriés du Koweït et des autres pays qui cultivent la torture est comme un rêve, et c'est le cas de Prudence. Le regard évasif, Prudence ne réalise toujours pas qu'elle est désormais au Cameroun auprès des siens. Elle vient de passer sa première nuit dans la maison familiale, au lieu d'Ibépanda Omnisport. Elle a pu prendre son bain, se mouvoir dans la ville, des habitudes qu'elle avait perdues durant son séjour au Koweït. Je me suis levée le matin, c'est le papa qui m'a réveillée parce que j'étais tellement fatiguée. Je me suis levée le matin, j'ai d'abord pris ma douche, oui. J'ai nettoyé certains crus dans la maison, mangé. Tellement je suis fière, je n'en reviens pas. Quand je reste et je vois le papa, je vois des gens, des amis qui ne font que envoyer, appeler, criant de joie. Je suis tellement fière de prendre son seau d'eau, d'aller se laver, chose que là-bas pour toucher même un seau de là, je n'ai pas le courage. Tellement je suis. Le domicile de ses parents ne désemplit plus. Voisins et curieux se succèdent. Personne ne veut se faire raconter l'histoire. Entre les interviews accordées aux médias, les explications apportées aux visiteurs, sa journée est plutôt bien remplie. Quand je marche là, je sais que je suis là dans mon pays, c'est différent. Oui, les regards sont différents. Pourtant là-bas, au Koweït, quand tu marches, on fait ça. Oui. Donc ici là, personne ne peut te faire. Quand quelqu'un va même te faire ça, tu vas dire, mon frère, tu fais ça pourquoi? Au Koweït, tu ne peux pas dire à un Koweïtien que pourquoi tu fais ça. Tu as comme... Mais on va te taper. Si elle peut pousser un ouf de soulagement après son retour au pays natal, il lui est difficile d'oublier le calvaire vécu au Koweït. Le 8, parce que c'est le 8 octobre, oui, que le directeur du centre d'où nous avons fait la vidéo nous appelle, nous fait comprendre que nous devons nous apprêter pour la déportation. Bon, moi, je l'ai fait à l'aéroport avec des minutes. C'est à l'aéroport qu'on retire les minutes sur vous. On vous fait partir. Elle, comme les 7 autres Camerounaises, arrivées à l'aéroport international de Douala le 14 octobre, n'ont bénéficié d'aucun accompagnement du gouvernement camerounais pour leur rapatriement. Aucune cellule psychologique n'a été mise en place pour leur prise en charge après leur descente d'avion. Une fois à l'aéroport international de Douala, c'est la police de là-bas, de l'Inter, qui sont à l'intérieur, qui nous ont accueillis. Bon, ils disent que non, on ne te remarque pas. C'est quand nous allons finir de vous poser des questions, comment vous remettre, vous laisser passer. Nous avons atterri ici à 14h30, mais c'est à 19h qu'on a libéré. On nous a libérés là-bas. Ils ne nous ont pas remis de laisser passer. Ils sont restés avec. Son souhait aujourd'hui, c'est que la machine de la solidarité du gouvernement se mette en place pour le rapatriement des autres filles, toujours séquestrées au Koweït. Parce que c'est la vidéo là et les messages de la presse qui les ont rassurés que Dieu merci, enfin ma famille va me voir. Donc c'est comme ça qu'elles ont pu venir se cacher chez Taki. Quand le gouvernement va venir, ils vont partir avec nous aussi. Rien. Elles sont restées là-bas sans suite. Et jusqu'à aujourd'hui, personne. Bien que brisée par cet épisode sombre de sa vie,
Nous allons dire merci à Donald Brice Kamga, Eric Martial Ndjomo, Gladys Sidje et bien entendu Julie Gagnondé pour ce chef-d'œuvre que vous avez suivi tout à l'heure. C'est un peu le quotidien en tout cas de ces jeunes dames qui sont revenues du Koweït et même bien entendu de Dubaï après des souffrances, des images également qui vous ont permis de découvrir qu'elles ont subi des atrocités. Alors, sur ce plateau, pour cette deuxième partie, comme vous le savez, il est de coutume, Maître Ntetmen Irène, bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir aux téléspectateurs de Equinox TV. Vous avez presque coulé une larme tout à l'heure. Oui, et je suis restée sans voix. Je reste sans voix devant cette situation. Ces cas qui sont pathétiques, inhumains, ça je dirais un esclavagisme du temps moderne. Mais encore, on ne peut pas croire que après que ce mot esclavage soit sorti du vocabulaire courant, quotidien, que ça revienne sous cette forme. C'est horrible, c'est inhumain, c'est terrifiant. De toutes les façons, je voudrais apprécier le courage de ces filles. Franchement, elles ont été très courageuses parce que, au-delà des souffrances, on peut lâcher prise. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu présente donc à cette invitation, à cette émission. Avocate au barreau du Cameroun, vous aurez à nous dire sur le plan de la loi qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui peut être fait également. Docteur Eyoum Christian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu également. Merci. Oui, vous avez aussi suivi le reportage. Oui, effectivement. Voilà, donc là on a la souffrance toute brandie. Là, on voit bien qu'il y a différents parcours, la même souffrance. Et finalement un retour au bercail avec à la fois la souffrance de celle qui a voyagé, mais également la souffrance de ceux qui attendent, de ceux qui, au travers d'une certaine ingénierie familiale, avaient espéré quelque chose de positif pour la famille, mais qui finalement, pour certains sont décédés, pour d'autres se sont retrouvés en énormes difficultés. On voit bien que là, on voit une fille qui est déprimée, qui arrive à l'aéroport, et 2-3 jours après l'arrivée chez elle, 2-3 jours après, il suffit qu'elle soit chez elle, qu'elle s'alimente bien, qu'elle ait les siens autour d'elle pour qu'elle reprenne des couleurs. Voilà, donc c'est extrêmement touchant, oui. Merci également d'être là ce soir. Merci. Vous êtes psychologue, psychiatre, médecin psychiatre. Oui. Merci d'être là. Joseph Kenfar, bonsoir. Joseph Ngefar. Bonsoir. Bonsoir. Et un bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Equinox. Je reviens sur le plateau de Regard Social après une longue absence. Vraiment, cette situation, elle est... Bref, elle n'est pas gaie. Elle n'est pas gaie parce qu'on voit là des filles parties de l'enfer. Le chez nous, le chez eux était l'enfer. Parties pour le paradis, mais une fois arrivé au paradis, la situation, elle est inexplicable. Elle est effroyable. C'est bien que la seule issue pour elle, on a écouté les 3 filles, on sent que la seule issue, c'est de rentrer en enfer, mais en considérant cette fois-ci cet enfer comme son paradis. Voilà le cliché qu'on peut avoir. Voilà quelqu'un qui a quitté un endroit en disant, ici c'est l'enfer, je m'en vais au paradis. Mais dans ce mystère de ailleurs, où on y va avec un rêve basé sur un mystère, transitant par des personnes dont on n'a aucun contrôle, parce que là, on ne peut interpeller personne. Mais, sur beaucoup de documentaires, sur ce genre de situations, vraiment, on comprend que les gens sont pris. Le temps pour nous d'accueillir, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, les droits humains, mais ce soir, vous allez davantage nous dire et partager avec les téléspectateurs l'expérience que vous avez, parce que vous-même, vous avez passé quelques temps à l'extérieur avant de vous retrouver au Cameroun. Oui, c'est vrai. Avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à dire merci, un chaleureux merci et sincère à ces 3 compatriotes qui ont accepté de parler. Parce qu'il faut dire que
après étude statistique, nous nous sommes rendus compte que plus de 85% des retournés n'arrivent pas à ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Donc, à ces 3 jeunes compatriotes, je vous dis sincèrement merci, parce que ce que vous êtes en train de faire va sauver des millions de personnes. Des millions de personnes. Parce que cette illusion miroitée par ceux-là qui sont à la part du gain, sans sentiment. Et il faut dire, il faut le dire haut et fort, c'est avec la complicité de ceux qui dirigent. Un passeport au Cameroun officiellement, ça s'obtient après 1 mois. Comment on fait pour obtenir un passeport pour des questions de trafic après 3 jours? Comment on fait pour le faire? Et tout le monde est au courant. Comment ça se passe? Nos rues pullulent des affiches sur les murs. Dubaï 400 000, Koweït 200 000, Maroc 300 000, au vu et au su de tout le monde. Personne ne dit rien. Et ceux criminels, ils sont là, ce sont des amis des procureurs. Maintenant, pour revenir, répondre à votre question, oui, je suis le président de l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration Grand Juge Cameroun, AREC. Moi, je voyage dans ces conditions, mais je partais en Europe via l'Afrique de l'Ouest, donc Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, et puis je rejoins l'Europe par l'enclave de Melilla par la barrière. Et c'était aussi très difficile. Moi, j'ai vu des corps en état de putréfaction avancée au Sahara. Les compagnons même mouraient devant moi. Mais franchement, après que j'y suis rentré avec d'autres compatriotes, nous avons décidé de porter notre destin en créant cette association pour dénoncer ce que nous avions vu, ce que nous avions vécu. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, comme on dit au quartier, les perceptions commencent à changer. Il faut dire qu'après la vidéo qui a été diffusée à CNN, il y a un compatriote camerounais, Hervé Tchemele, qui est le directeur du Centre associatif des médias africains d'Allemagne, qui a mis sur pied un vaste projet pour la toute première fois au Cameroun, qui s'intitule Look I Am Back, qui est articulé sur pour ceux qui sont partis et qui sont revenus. Voilà, effectivement, qui s'articule sur 3 parties essentielles. Vous allez nous dire la suite tout à l'heure. Le temps pour nous également de savoir qu'il y a des femmes uniquement qui sont concernées aujourd'hui pour ce qui est du Koweït, pour ce qui est de Dubaï. Les hommes sont moins victimes apparemment. Oui, je voudrais dire, j'ai quelquefois suivi cette espèce de réseau de manière informelle. J'entends parler du Liban, du Koweït, du Maroc, de Dubaï et d'autres choses. Et c'est beaucoup plus un réseau féminin. Ça, c'est vrai. C'est un trait de caractéristique sûr, assez avéré. Seulement, je voudrais revenir sur parce que ça pose quelques problèmes à la base. À la base, ça pose des problèmes parce qu'en réalité, nous sommes, une femme n'est pas moins qu'un homme en termes d'égalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il doit y avoir une discrimination dans l'emploi. Certains emplois sont faits pour les femmes, d'autres pour les hommes. Et spécialement pour le cas des jeunes filles qui partent pour faire le ménage. Ça donne l'impression que, en fait, c'est pas une impression, c'est établi que c'est les femmes qui font le ménage. Mais nous pouvons aussi savoir qu'au Cameroun, il y a des messieurs qui font le ménage. Pourquoi est-ce qu'on spécifie les femmes? Parce qu'au-delà du ménage, certainement, elles vont faire autre chose. Et je pense que je peux rejoindre quelques-uns des panélistes pour dire que, surtout le coach, José le Nguefa. coach et le président, oui, pour dire que la femme, en ce moment, dans ce réseau, n'est pas seulement une femme, elle est chosifiée. Quand j'ai suivi ce que ces filles ont vécu, tant au Koweït qu'à Dubaï, je dis, elles ne sont pas parties en tant que femmes, elles sont parties en tant que des objets.
Alors, je dis ceci. Le travail est un sujet d'épanouissement. Quand on atteint un certain âge, on doit travailler, gagner sa vie et s'épanouir. Quand on n'arrive pas à s'épanouir chez soi, c'est-à-dire au Cameroun, on cherche à s'expatrier. Mais il faut retenir qu'il y a une politique d'emploi qui n'est certes pas bonne. Mais il y a des règles d'immigration qui sont établies et qu'il faut respecter. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que c'est une question de taux de chômage élevé qui amène ces jeunes à vouloir partir lorsqu'elles ont une première occasion. En tout cas, oui. Un peu si on s'en tient à ce qu'elles ont dit tout à l'heure, parce qu'il suffit de contacter quelqu'un qui vous dit, voilà le meilleur de l'autre côté, et après on se lance. Oui, je ne voudrais pas seulement dire le chômage, je veux dire même la politique d'emploi. Il y a des métiers qui sont reconnus dans notre pays, comme le ménage, les ménagers, mais qui sont mal payés. Et c'est certainement pour ça que beaucoup... Parce que toutes les femmes, ou même tous les hommes, ou les jeunes garçons, les jeunes filles, n'ont pas toujours la capacité d'aller à l'école et d'être des ingénieurs ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent faire ce petit métier qui est aussi qui passe par une formation. Mais à la suite de cette formation, quand ils ont l'emploi, il faut que le salaire leur permette de vivre dans leur pays. Très bien. Alors, docteur Eyoum, on a entendu parler de l'aspect psychologique. Pour vous permettre au minimum de dire ce qui vous fait souffrir. Vous savez, quand vous en avez après quelqu'un qui a passé le temps à vous torturer et que votre éducation judéo-chrétienne traditionnelle bantou vous interdit de lui dire la vérité parce que c'est un aîné, et qu'enfin vous avez l'opportunité d'utiliser ce petit diable-là qui s'appelle colère de façon efficace, ben vous allez dérouler comme ça, avec une certaine force, une certaine rage, tout ce qui vous a fait mal. Et souvent, si on est franc, il y a quelques minutes après un sentiment, une sensation de bien-être. Et cette sensation, bien sûr, peut se faire attraper par le fait qu'on se dit « Ah non, j'aurais pas dû le faire », mais on l'a fait quand même et il y a un soulagement. Et ça permet au moins qu'on puisse équilibrer un certain nombre de choses. Donc peut-être qu'elles ont utilisé la colère ou le désespoir comme ça pour se lâcher, mais c'est efficace. Je pense que le président, mon voisin, l'a dit tout à l'heure, parce que effectivement, ça va participer à l'éducation des masses, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là. C'est important de dire que, comme disait le coach tout à l'heure, le paradis qu'on nous vend n'est pas nécessairement un paradis, et il y a toute une construction culturelle derrière. Maître a un peu cité les questions liées à l'emploi et tout, mais je pense aussi qu'on peut ajouter à ça les questions culturelles même, c'est-à-dire que les questions derrière de l'idée qu'on se fait de soi, de l'estime qu'on a de soi, et de la notion de bien-être, de bonheur. Parce qu'après, si on estime que le bonheur, c'est quelque chose qui brille et quelque chose qu'on va ramener d'ailleurs, on est très souvent dans l'idée que pour réussir, il faut partir. Parce que ceux qui sont partis et qui sont revenus ont souvent ramené des choses qui brillent. Et voilà. Et en plus, avec l'aide des téléphones et tout ce qu'on peut filmer, aujourd'hui, les gens ont très vite calculé l'angle qui donne l'impression à ceux qui sont restés au pays que tout va bien là-bas, devant les monuments, dans des couloirs bien feutrés et tout. Donc finalement, ici, les gens nourrissent l'espoir qu'en allant, ils vont réussir. Donc, en gros, effectivement, il y a quelque chose qu'on vend, une sorte de rêve comme ça qu'on vend aux gens, qui n'est pas du tout la réalité. Maintenant, après, plus tard, on pourra peut-être revenir sur les conséquences psychologiques. Oui. Alors, Joseph Nguefa, les motivations sont lesquelles pour ces gens qui ont pour rôle nuire à la vie des autres, parce que servir de passeur, même si on n'a pas une idée de ce qui se passe ailleurs, et qu'on amène des gens à adhérer à son projet, qui est celui de permettre à ce que les gens aillent, quel que soit ce qui peut arriver, c'est un problème quand même. Alors, tu vois, Flavien, ce phénomène n'est pas une nature camerounaise, c'est un phénomène mondial. Le monde est en prise à une crise des valeurs sociales, une crise des valeurs morales. Parce que c'est le gain à tout prix. Le gain à tout prix, quelles que soient les conditions. D'ailleurs, on ne veut même pas savoir ce que l'autre à qui on vend cette illusion va devenir. Ce qui compte, c'est combien on gagne, comment on peut gagner plus.
quel que soit ce qui va en devenir. Là, ça pose une question des valeurs fondamentales de notre éducation. D'une part, l'éducation traditionnelle, l'éducation de base, des cultures. Qu'est-ce que les cultures mettent dans le package de l'éducation? Est-ce qu'on éduque l'homme pour être ou bien on éduque l'homme pour avoir? Avoir et pouvoir, comme le docteur venait de le dire, contribue pour l'homme qui a été éduqué de cette façon-là à croire que la meilleure estime qu'il puisse avoir, c'est quand il possède, c'est quand il a du pouvoir. Or, en réalité, s'il a tout ce pouvoir, cet avoir, quelles que soient les quantités, et qu'il ne se sent pas bien, c'est nul. La preuve, on a plein de gens qui se suicident. Pourtant, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. L'être humain qui a une éducation extrêmement renforcée, développée, appuyée sur l'obtention du QI, c'est-à-dire la capacité à réfléchir et à calculer, cet être humain-là est déjà piégé. Dans notre système éducatif, il manque quelque chose de fort. En réalité, avant de mettre l'homme à l'éducation du QI, il faut l'éduquer au QE, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'intelligence qui lui permet de savoir qu'il ne peut faire des résultats que s'il se sent à l'aise. Et s'il comprend l'alchimie de l'éducation basée sur l'amour de soi, le bien-être de soi, il comprendra qu'il ne peut mieux gagner des avis professionnellement, financièrement, que si ce bien-être est garanti. C'est un homme bien qui peut faire bien les choses, qui peut obtenir des bons résultats. Mais un homme en mal-être, déjà, a empoisonné tous les projets de gains financiers, de gains matériels qu'il peut développer. Conséquence, nous devons mettre en avant la culture du bien-être personnel. On entend même bêtement les gens qui disent « je me sacrifie pour ma famille ». Quand tu aurais totalement sacrifié ton aide pour ta famille, qu'est-ce qui va pouvoir prendre soin du bien-être de ta famille? Le meilleur travail, c'est son bien-être personnel. Donc ça devrait être la première base de notre éducation. Éducation à la connaissance de soi, à la relation avec soi-même. Parce que je suis convaincu d'une chose. Si l'être humain a à cœur le bien-être personnel, l'ensemble de ses actions vont concourir uniquement pour ce bien-être-là. Tant que vous êtes focalisé uniquement sur votre bien-être, je suis convaincu, vous allez éviter beaucoup de ces pièges. Très bien. Alors, maître, toutes ces filles, quand même, qui sont passées sur ce plateau, faisaient quelque chose avant. C'est un peu ça, ce qui est curieux et ce qui me semble curieux, en fait. Elles faisaient quelque chose avant. Il y a une qui était en Guinée équatoriale, qui travaillait, et c'est à la suite des petits bobos que le pays a connu, qu'elle est revenue dans son pays, celle de la côté également, et elles ont toutes les enfants, on comprend bien, 2 enfants, 1 enfant, ça veut dire qu'elles avaient quand même une vie, je voulais dire passable à l'époque. Maintenant qu'on vient, on leur présente un miroir, on leur dit voilà ce que vous allez gagner, voilà comment est-ce que la vie va être différente de celle qui était avant. Alors, c'est là le véritable problème qui se pose dans le cas d'Esther. C'est qu'elles étaient toutes des employées et elles ont abandonné, disons, il y a eu des... Une offre assez importante. Non, il y a eu des cas de force majeure pour les jeunes. C'est-à-dire, certaines ont eu des difficultés conjoncturelles, et d'autres, c'est parce qu'elles ont eu une présentation, quelque chose de plus offrant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour rejoindre encore une fois de plus le coach, la recherche de la plus-value. Il y a déjà quelque chose en main, mais on se dit ça ne suffit pas. Il faut, puisqu'on me propose mieux ailleurs. J'ai entendu Prudence parler du salaire qu'on lui proposait de l'autre côté. Mais peut-être qu'on n'a pas encore demandé à Prudence qu'est-ce qu'elle gagnait avant de s'expatrier. Et vous allez voir que la différence n'est pas très grande. En fait, derrière, il y a autre chose qu'on propose. C'est-à-dire, tu vois, toutes les vidéos qu'on présente de l'étranger, c'est des très belles vidéos, des très belles images, des images captivantes, attirantes. Et on regarde tout autour de nous, on dit, oh, il y a la poubelle ici, il y a les moustiques à Bepanda, il y a les caniveaux à New Bell et je ne sais pas trop quoi. Je m'en vais regarder mieux, je veux voir mieux.
Alors, elle s'en va pour voir. D'abord, elle se dit, elle va respirer un autre air. Ici, l'air est pollué. Elle dit, elle va gagner mieux. La différence, peut-être, dans son salaire, entre les deux salaires, ne devrait peut-être pas dépasser 200 000. Elle n'a pas beaucoup regardé ça. Mais elle se dit, c'est quand même quelque chose en plus. Mais derrière, elle se dit, peut-être je peux trouver un homme, un monsieur qui va, certainement qu'au Koweït, on dit qu'il y a beaucoup d'argent. Je vais certainement trouver un monsieur qui est très riche, qui va m'épouser. Et là, je vais faire meilleure vie. Alors c'est tout ça, c'est autant de calculs que les gens qu'on recherche derrière ce qu'on présente. Alors, on se dit, je ne veux pas dire spécialement que vous êtes les jeunes filles, vous êtes allés chercher les hommes, mais c'est toujours une espérance, c'est quelque chose. Après le travail, on dit on peut trouver quelqu'un, ça se découvre au fil du temps. Et même après le ménage, on peut dire peut-être on sera caissière dans une boîte de nuit ou bien je sais pas, dans un grand truc qui va permettre qu'on change de vie et qu'on regarde autrement les choses. Alors, tout ça, ça part d'abord de la culture de soi, l'acceptation de soi, de la valorisation de soi-même dès le départ. Comment je me sens? Est-ce que j'ai la paix intérieure? Est-ce que je me sens bien? Même si je n'ai pas d'argent, est-ce que je me sens bien intérieurement? C'est-à-dire, je ne me reproche pas d'être la cause de ma situation. C'est d'abord ça. Il faut partir d'abord de là. Et après, regarder les choses de manière relative. On peut avoir 100 francs au Cameroun et il vaut mieux avoir ces 100 francs à être en paix que de se retrouver avec 400 francs à l'étranger et se retrouver chosifié. Très bien. Alors, Lipoti, Robert, est-ce qu'il y a, je voudrais dire, les conditions qui permettent aujourd'hui à ces jeunes de pouvoir rester sans avoir accepté tout ce qu'on peut présenter comme étant la beauté, la belle vie à l'extérieur? Oui, c'est possible, mais je pense que tout tourne autour de la culture. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne par exemple à l'école? Quelle éducation on nous inculque à l'école? Est-ce qu'on nous apprend à l'école que rester chez soi est, je dirais, le meilleur endroit au monde? Est-ce qu'on valorise même notre culture? On a évoqué les problèmes, les questions d'emploi sont aussi, je dirais, assez importants sur ce dont nous parlons. Si nous jetons un coup d'œil sur notre code du travail, qui aujourd'hui est à la solde de l'employeur, c'est-à-dire qui a la possibilité de faire de l'employé ce qu'il veut. Et en même temps, ceux qui dirigent, ce sont eux qui ont promulgué ce code du travail-là. Alors, en ce moment-là, ça devient assez compliqué. Et vu l'illusion, justement, miroitée, quelqu'un qui fait le travail de ménage au Cameroun, je ne sais pas si le salaire là dépasse 30 000 francs CFA. Il suffit qu'on vous dise au Koweït que c'est 180 000, mais vous sautez tout de suite. Or, la culture, encore on va prendre l'avion, voilà, et puis on vous raconte des histoires qui n'existent pas. Je vais dire une autre toute petite chose, c'est que généralement, ce bien-être qu'on vante, ceux qui rentrent avec beaucoup d'argent, ils ne disent jamais ce qu'ils font là-bas. Ils ne disent jamais. La jeune compatriote, en tout cas les jeunes compatriotes, on dit, il y a la prostitution, il y a la zoophilie, il y a l'homosexualité, les syndicats de crime. Il y a ceux qui, leur travail c'est de tuer, aller tuer, ils tuent et on paye de l'argent. Parfois, elles enfantent, elles vendent des enfants. Ça, c'est des choses que nous connaissons, qui existent. Je travaille dans le domaine de la traite depuis une dizaine d'années. Je sais de quoi je parle. Alors, quand elles rentrent ici avec des voitures, de l'argent, on ne sait pas, elles ne vous diront jamais. Et c'est tout ça qui crée ce vide-là dans l'esprit, justement, souvent, ils disent de ce jeune-là. Effectivement, oui. Et il n'y a donc pas de grandes campagnes d'éducation et de sensibilisation. C'est pour cela que c'est là où je me suis arrêté en disant que après, justement, la vidéo qui a été diffusée à CNN, il y a un cas. Oui, réinsertion parce que avec tout ce qu'elles ont subi et tout ce qu'elles ont perdu d'abord avant de partir, il leur faut
une prise en charge, une prise en charge psychologique en fait. C'est ce que nous, dans l'association des rapatriés, nous essayons d'abord de faire. Mais je vous dis déjà que pour l'accompagnement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est pas qu'ils manquent de l'argent, c'est pas qu'ils manquent de possibilités. Vous allez leur apporter quelque chose de toute façon. De volonté. En fait, moi, ce que je vais les apporter, dans le cadre de la REC, c'est d'abord ce soutien psychologique, comme je le disais, et aussi davantage lors de nos séminaires de renforcement de capacité, les séminaires de coaching, de les encourager, de partager leur expérience avec les autres. Ça, c'est la deuxième partie du projet. La troisième partie, voilà. Sortir ce qu'elles oui, ont parce que là, dans le cœur amassé. Pendant qu'elles parlent, elles se soignent aussi. En même temps. Et la troisième partie, je disais, c'est des campagnes de sensibilisation, les projections documentaires, les témoignages justement de ce migrant-là. Docteur Youm, on devrait comprendre davantage que sur le plan psychologique, ces jeunes ont besoin de ce renforcement. Oui. Alors, je fais un commentaire déjà par rapport à ce qui est de partir de chez soi pour aller s'insérer dans un territoire qu'on ne connaît pas. Partir de chez soi, c'est se déraciner. Se déraciner, ça veut dire se détacher de gens qu'on a investis affectivement pendant les premières années de sa vie, et les années les plus fragiles de sa vie, c'est-à-dire que ses parents, ses frères et sœurs. Tout le monde n'est pas capable de faire ce deuil. Donc de partir comme ça arrache quelque chose à nous. Et puis finalement, on va arriver à destination dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et il faut donc engager maintenant les processus d'attachement avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ensuite deviennent des bourreaux. Donc ce jeu-là, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui nécessite quand même qu'on mobilise des ressources. Et au bout d'un moment, quand on n'est pas renfloué en termes d'émotions, on peut justement se retrouver vide un peu. Alors maintenant, par rapport à la question de la prise en charge, il faut considérer que ce choc-là, ce changement et le fait qu'on n'ait pas assouvi le rêve, le fantasme pour le dire ainsi, qu'on aura fait avant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme en fait. Et le traumatisme, ça conduit à quoi? Ça conduit à des reviviscences, hein, à des moments où il suffit qu'une voiture bleue qui ressemble à celle que je voyais souvent devant la maison passe pour que immédiatement je me rappelle un ensemble de choses et qu'il y ait une avalanche de pensées, comment dire, à la limite obsédantes, c'est-à-dire que des pensées qui vont arriver et qui vont inonder le champ psychique et faire peur. Il faut, en fait, on aura bien sûr reviviscence, flashback, des cauchemars, des insomnies, mais également sur son insertion sociale, parce que derrière maintenant, il y a le réseau social qui a été totalement déconstruit, c'est-à-dire que puisque j'étais vendeuse, on l'a entendu tout à l'heure, j'étais une commerçante, donc j'avais mon fournisseur et j'avais mes clients, j'avais mon agenda client, ben, il faut que maintenant je reconstruise une vie. Ça nous demande qu'on soit assisté sur le plan personnel, que l'entourage qui enveloppe, la famille qui enveloppe, elle-même soit assistée, et que derrière maintenant, sur le plan social, on ait peut-être de petits bonus de départ qui permettront de décoller facilement. Très bien. C'est une déception pour la famille qui a contribué pour le départ de ses enfants aujourd'hui. C'est très clair, Fabien. C'est une déception pour la famille, mais en réalité, la plupart du temps, ce sont des familles qui piègent ses enfants. Parce qu'un parent qui a mis de l'amour, je prends même une mère, certains ont mis longtemps même pour tomber enceinte, et qui ont enduré 9 mois après la douleur de l'enfantement pour mettre au monde ce bébé-là, ce trésor, j'entends comme ça, mon trésor, mon bijou, etc. Et qui, à un moment donné, va pousser son trésor à l'inconnu, à la quête de la voie matérielle. C'est au sein de la famille que la décision de vendre leur enfant se passe. Mais il y a un peu l'ignorance en même temps, puisqu'on dit, voilà ce que la famille va gagner, voilà ce que l'enfant va faire comme travail, et tout de suite, les parents ne peuvent pas... Je veux te dire un truc. Dans notre tradition, c'est même formellement recommandé de choisir spécialement la famille où on veut envoyer son enfant en mariage. On étudie des familles pour envoyer un enfant en mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne regarde pas, mais il y a des familles qui font encore ça. Pourquoi? Tu peux étudier une famille avant d'envoyer ton enfant en mariage alors que ce n'est pas loi. Pourquoi tu ne peux pas étudier efficacement également où tu veux envoyer ton enfant pour un travail, pour un gain qui ne coûte rien? Alors, je prends un cas simple, le cas de Prudence par exemple. Oui. C'est la... Quand les États-Unis vont voler du pétrole au Koweït en tuant toute la population, on ne dit rien. Vous croyez que c'est quand on va vendre 2, 3, 4 migrants que ça va dire quelque chose à quelqu'un? Vous croyez que ces filles qui disent qu'elles sont maltraitées, exploitées sexuellement, vendues, d'autres, puisque celles-là ne parlent pas, celles qu'on a tuées, etc., n'en parlent pas. Vous croyez que ça dit grand-chose au gouvernement? Pendant qu'au sommet du monde, les gens pensent qu'il faut diminuer la population mondiale de 7 milliards à 500 millions.
Voilà ce que l'élite intellectuelle a comme projet. Vous attendez qu'on prenne au sérieux le problème de quelques personnes qui sont maltraitées. Je dis qu'il est important. Oui. Il est important de retenir ceci. Notre société a un problème sérieux d'éducation. La mondialisation est venue déchirer les cultures. Et maintenant, on est dans une société où on parle beaucoup du vivre ensemble, du village mondial, mais en réalité, on parle de l'ouverture à la jungle. Les États forts, les hommes futés utilisent les faibles comme de la marchandise. C'est ce qu'on vit là. Il suffit qu'un repère que tu es faible, que tu n'as pas la conscience et qu'il peut te jongler, il te vend, il encaisse et il va se pavaner avec. Si ça se fait au sommet des États, si ça se fait dans les gouvernements, mais on a vu des parents qui ont vendu leur enfant, on a tué son enfant devant elle. Nous avons eu des émissions aussi. Il faut interroger profondément la société. On a un problème d'éducation. L'éducation concentrée à la voix à tout prix, c'est un piège. Très bien. Oui, donc, juste un petit commentaire. J'ai bien aimé la première partie de l'intervention du coach, où il présente la famille comme étant justement le tremplin un peu qui va lancer la personne. Alors attention, avant même notre naissance, on est déjà un peu coincé entre deux parents que nous ne connaissons pas. Et puis on va naître là, et puis on va nous coller un nom, un prénom qui a été choisi sur la base, comment dire, d'un rêve que les parents ont fait. Et on va même peut-être nous choisir une école qui a été choisie pour nous. Et c'est ainsi donc qu'il y a toute une ingénierie qui ne dit pas son nom, tout un système, toute une systémique là, qui va nous accompagner et nous positionner déjà comme ça sur la rampe de départ. On risque de partir à un moment donné. Et si l'idéologie dans cette zone est qu'il faut aller loin pour apporter le bénéfice, il y a même des gens qui arrivent à 25 ans déjà endettés dans leur tête. Parce que je dois déclencher le bonheur de ma famille, de mes parents. Donc on peut justement construire quelque chose comme ça qui transforme des enfants en missiles qui vont aller très loin chercher quelque chose pour ramener à la maison. Donc ça, cette partie, je l'ai bien aimée en fait. Oui. Très bien. Alors, maître, il y a le phénomène des passeurs. Ces gens quand même qui sont aujourd'hui ceux-là qui sont un peu comme des guides. Pas comme, mais ce sont des guides d'ailleurs, puisque ce sont eux qui vont au contact de ces victimes. Mais quand même, on peut mettre la main sur eux. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi ça ne se fait pas? Ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui quand même. Je pense qu'à partir du moment où les filles ont été sérieusement, enfin elles ont été auditionnées par la police, ce n'est pas anodin. Même les autres cas de figure, je crois que c'est très souvent comme ça, quand il y a des déportations, les gens qui rentrent, qui sont rapatriés, on leur pose toujours des questions. Mais c'est vrai que c'est une situation, c'est une démarche qui dure et perdure. Ça fait beaucoup d'années, beaucoup de temps qu'on parle toujours de ce problème d'immigration clandestine et qui formellement ne s'estompe pas. Alors, tout simplement, parlant, si nous devons nous focaliser sur le cas d'espèce, le cas du Koweït avec Dubaï également. Dubaï et tout ce qui s'est passé, certainement que, puisque la jeune fille parle d'une Camerounaise, ça va pas être compliqué de le savoir, et d'autres, peut-être d'autres personnes qui tournent autour, et même, je voudrais dire, l'appui du président, la facilitation d'obtention des passeports. C'est vrai que le passeport est un document administratif, disons un document de sécurité de voyage. On devait prendre des mesures sérieuses avant de les délivrer. Là n'est pas seulement le problème. Maintenant, le problème se pose au niveau de la facilitation des voyages. La facilitation, la permissibilité des frontières, la permissibilité, le non-contrôle du cheminement des voyageurs. Quand Prudence parle de départ, où elle fait une reconnaissance de dette, on doit déjà comprendre qu'il y a un piège, il y a quelque chose qui doit se passer devant, parce qu'il n'est pas compréhensible. Il y a en fait la bonne manière de voyager. C'est de savoir soit qu'on s'en va pour un court séjour, c'est-à-dire c'est le tourisme,
on s'en va pour 2-3 semaines. En ce moment, on est accueilli quelque part, soit dans un hôtel, billet aller et retour, et avec des adresses bien précises. Soit on fait un voyage pour un professionnel. Ça peut être un voyage professionnel long, ça peut être un voyage professionnel court. Et un autre voyage maintenant qui est ce cas de figure, il y a toujours quelque chose qui doit permettre de comprendre que ça ne va pas, ça ne doit pas se passer normalement. Et du coup, il y a des gens qui arrivent dans d'autres pays de cette manière-là et passent beaucoup de temps avant de se régulariser. Imaginez donc le temps qu'ils passent. Il y en a qui font 10 ans sans être des résidents réguliers. Et imaginez qu'à ce moment-là, quelque chose se passe. Comment on doit s'organiser? Nous avons vu des cas où des Camerounais sont décédés à l'étranger et pour rapatrier le corps, c'est difficile, c'est même pas possible parce qu'il est dans une situation, la personne était dans une situation irrégulière à l'étranger. Alors, je dis, le vaste réseau de ces passeurs, de ces appâteurs aussi, parce qu'ils ne font pas seulement la passe, mais ils miroitent des choses qui ne sont pas vraies. Ce vaste réseau doit être démantelé. Et il y a des possibilités de le faire, sauf si les autorités chargées de cela eux-mêmes ne sont pas complices ou bien auteurs de cela, parce que c'est pas compréhensible que ça perdure. C'est pas compréhensible qu'on se retrouve dans une situation où des jeunes filles se trouvent en mal dans un pays et que la personne, comme la Prudence qui dit, la fille qui m'a fait venir, elle me dit non, maintenant tu n'es plus ménagère, tu deviens une prostituée. Ça fait mal tout ça, en toute façon. C'est terrible. Alors, les petits, on constate véritablement que ce sont les Africains qui sont à la manette, finalement, aujourd'hui. Oui. C'est dire que nous voulons notre mal à nous-mêmes. Oui, je crois que ça c'est très clair, parce que ce sont des réseaux, je dirais, qui fonctionnent de par le monde entier. Ils ont leur bureau ici, ils ont leur, je vais dire, comment on appelle ça, les représentants sur place. Mais je vais dire à Maître que, de toutes les façons, tout va me surprendre. Vous êtes dans les tribunaux tous les jours. Vous connaissez beaucoup de problèmes de traite, d'homosexualité et autres qui ont eu des décisions de justice. Vous connaissez beaucoup de problèmes comme ça? Il y en a, bien sûr. Mais je dis, vous connaissez beaucoup? Je vous sais qu'il y en a. De traite? De traite, je veux dire, des problèmes très sérieux qui concernent assez souvent des personnes très costaudes. Je venais de vous dire que la traite génère 30 milliards d'euros tous les ans. Donc, c'est très souvent des personnes les plus insoupçonnées qui sont à la tête de ce réseau. Donc, tout va me surprendre, j'attends à tout, mais sauf les dénouements heureux de leurs problèmes. Moi, je pense plutôt à autre chose, parce que quand Prudence explique, on a l'impression que la police avait peur qu'elle sorte comme ça, les médias et tout le monde, on montre les valas qui viennent, ainsi de suite. C'est ça les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas ce que vous le dites. Excusez-moi un peu. Oui, nous allons sortir de cette on va sortir. Phase. Je voulais vous dire qu'en réalité, quand on regarde, on se rend compte que moi je travaille dans ce domaine. Ceux qui dirigent ont tendance même à banaliser le problème. Or, les chiffres de l'OIM sont clairs. De juillet 2017 à juillet 2018, par l'OIM, les retours par l'OIM, il y a eu déjà 2216 prises en charge par l'OIM. Ceux qui dirigent, je ne crois pas trop, on les envoie, ça j'attaque le point de la réinsertion, on les envoie au PAGERU, au PIAZI, au ministère de l'Agriculture. Nous savions il faut également ce projet, je ne sais pas si ce projet sont véritablement fonctionnels. Donc, de mon point de vue, le problème justement, c'est que si on veut aujourd'hui que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Je dis une fois encore, comment comprendre qu'on voit des organisations comme Global Travel et Services mettre des affiches partout avec les numéros de téléphone et que personne ne dise rien. Alors, moi, je pense que c'est assez dur qu'il faut s'attaquer cette histoire. Docteur Eyoum, qu'est-ce qu'on devrait faire
pour ces jeunes qui ont été frappés mentalement. Quelques secondes, c'est pour... alors oui, juste en 30 secondes, ce qu'il faut faire, alors c'est à 3 niveaux, c'est de continuer quelque chose qui a commencé, en fait, que j'ai vu en exécution pendant le retour des migrants de Libye, parce que je voudrais quand même dire à mon voisin que moi j'ai été à l'aéroport avec une cellule qui s'appelle le système de gestion des incidents, qui est piloté à la délégation régionale de la santé publique du littoral, pour le littoral, et c'est fait à Yaoundé également, pour recevoir les migrants, avec une équipe mixte où il y avait des policiers, des gens comme ça, qui venaient de toutes les divisions, y compris des communicateurs comme vous. Donc ça, à ce niveau, je pense qu'on doit réactiver, maintenir en veille ces cellules tout le temps. Il est peut-être arrivé que dans ce cas, je ne sais pas comment ça s'est organisé, mais je n'ai pas du tout été informé de la suite. D'accord. Alors maintenant ça je vous en prie. J'en ai 10 encore, s'il vous plaît. Donc ça, c'est au niveau des décideurs. Il faut vraiment qu'il y ait une politique qui est constante et permanente. La deuxième politique, c'est au niveau familial. Il est important qu'on travaille vraiment sur la réinsertion et sur l'accompagnement, sur l'écoute surtout, sur le soutien. Et ensuite, maintenant, pour ceux qui interviennent, de pouvoir apporter quelque chose qui répond vraiment au questionnement en mettant des professionnels dans le truc et en s'associant, en essayant d'apporter quelque chose de construit qui accompagne. Merci. Joseph Gueffat. Oui, en termes de solutions, il faut partir des problèmes réels qui sont causés. La personne qui part et qui revient sans succès, c'est une personne qui a 2 types de problèmes. Le premier problème, c'est l'échec. L'échec pour elle, l'échec pour la famille. On n'a pas ramené le gain que la famille attend. Deuxième échec, ce sont des blessures intérieures, les blessures émotionnelles que ces personnes rentrent avec. On a le cas de celle qui a été ici, qui revient traumatisée, totalement traumatisée, et en même temps, elle porte sur sa conscience la mort de son papa. Une personne comme ça, s'il n'y a pas une prise en charge des spécialistes pour l'accompagner pendant ce temps, vous n'allez pas réussir sa resocialisation. Très bien. Donc, il faut vraiment une prise en charge, un accompagnement de ces personnes au cas par cas, parce que ces personnes n'ont pas vécu le même traumatisme. Le même traumatisme. Donc, voilà. c'est d'ailleurs dans des pays différents. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu. Et ne quittez pas. Vous restez avec nous également jusqu'à la fin de ce programme, parce que nous allons vous proposer des cas sociaux. Comme vous le savez, c'est d'ailleurs le dada de ce programme, Regard Social. Il y a des cas, il y a également des contributions pour des différents cas évoqués. Le cas que je vous propose tout à l'heure, c'est un reportage, le cas de Indira, la petite qui est donc aujourd'hui qui a une tumeur au niveau du bras. Comme vous le savez, il lui faut un traitement et avec déjà la sensibilité des uns des autres. On a vu des gens contribuer et on attend qu'ils continuent davantage à contribuer pour que cette fillette de 4 ans retrouve une vie normale comme les enfants de son âge. Ces personnes au cas par cas, parce que ces personnes n'ont pas vécu le même traumatisme. Le même traumatisme. Donc, voilà. c'est d'ailleurs dans des pays différents. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu. Et ne quittez pas. Vous restez avec nous également jusqu'à la fin de ce programme, parce que nous allons vous proposer des cas sociaux. Comme vous le savez, c'est d'ailleurs le dada de ce programme, Regard Social. Il y a des cas, il y a également des contributions pour des différents cas évoqués. Le cas que je vous propose tout à l'heure, c'est un reportage, le cas de Indira, la petite qui est donc aujourd'hui qui a une tumeur au niveau du bras. Comme vous le savez, il lui faut un traitement et avec déjà la sensibilité des uns des autres. On a vu des gens contribuer et on attend qu'ils continuent davantage à contribuer pour que cette fillette de 4 ans retrouve une vie normale comme les enfants de son âge. Les pluies qui tombent à Douala. Dans la bâtisse composée d'une chambre à coucher et un salon qui sert également de cuisine, la petite Belvia, Indira, 4 ans, assise au milieu de ses géniteurs. Cette fillette qui a perdu le sourire est très malade. Son bras gauche est entaché d'une grosse boule qui ne cesse du volume. Toute chose qui ne laisse pas indifférent ses frères et sœurs.
commencé. Depuis, elle n'a pas trouvé la guérison que pendant que j'ai dit. Je n'en ai que de aide. Et ses amis sont à dehors pour jouer. Nous, on nous voit assis comme ça là. Même quand ils se cherchent à aller voir pour jouer ensemble, on dit que non, elle rentre. Les gens là vont étouffer ta main. La santé. Ça a commencé, il y a un petit bouton, petit boule à l'intérieur. En octobre, quand je dormais ici avec l'enfant, elle chauffait un peu. Ses soeurs étaient à l'école. Je veux me lever, l'enfant se saute, elle veut aussi se lever en même temps que moi. C'est là où j'attrape son bras, elle veut la soulever. Je sens que comme si j'ai senti une boule à l'intérieur. Je touche, ça fuit, ça vient de ce côté. Je touche de ce côté, ça fuit, ça vient. C'est au fur et à mesure que le temps passe que ça a pris sa position, comme vous voyez là. La première idée était de... Alors, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Des cas et bien d'autres encore ce soir dans le cadre de Regard Social. Et le premier cas, c'est le cas d'Indira. Tout à fait. Les contributions par rapport à la petite Indira qui est passée tout à l'heure sont les suivantes. Une maman 5 000 francs, Camo Florence 5 000 francs, famille don 2500, un chrétien 5 000, une bienfaitrice 500, une cellule de prière Béthanie 9 000, Jean Jaurès Fouquan Dormo 5 000, Tokoudjou Dimitri 2 000, une famille chrétienne 2500, un bienfaiteur anonyme 1500. Ce qui nous donne au compteur par rapport aux contributions de la semaine dernière un montant de 1 106 891 francs CFA pour le cas de la petite Indira. Il est à noter, Flavien, que la petite Indira a déjà commencé son traitement. Elle a déjà commencé le traitement. Elle est déjà en train de subir sa première chimiothérapie. Et elle a donc besoin de votre soutien, cher bienfaiteur, parce que comme vous le savez, les médicaments, la chimiothérapie et le traitement coûtent excessivement. Actuellement, elle n'a plus grand chose sur les 1 106 000 que nous venons de vous communiquer. Donc, vous pouvez commencer les contributions via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran au 690 50 50 94, au 675 35 25 16. Et n'oubliez pas de laisser un message lorsque vous effectuez votre dépôt. Merci. Ça, c'est pour le cas de Indira. Le second cas, c'est le cas de Gabriel. Vous aurez sûrement à nous communiquer les montants la semaine prochaine. Tout à fait. Pour le cas de Gabriel, la semaine prochaine, vous aurez les noms des contributions, mais le montant total est de 712 500 francs CFA. Très bien. Merci à vous et merci également à nos chers téléspectateurs qui sont restés davantage avec nous ce soir. Et nous allons dire merci à toute l'équipe artistico-technique qui nous a accompagnés à la réalisation de cette autre édition. Il y a Georges Mitterrand-Dam, notre ami Dallas Tchana qui est également là, avec notamment Cédric Souna et le réalisateur de ce programme, bien entendu Daniel Warren Zede, qui est là, qui réalise d'ailleurs ce programme également. Et on n'a pas oublié Eric Ouattat et Samuel Tchoufa, le chef opérateur de ce programme. Également, le public qui est avec nous tous les jeudis soirs. Merci à vous et merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de